Optimiser les déplacements, un levier pour améliorer la sécurité des salariés et l'efficacité de l'entreprise. Nous allons réattaquer par les ateliers, donc on est entre nous cette fois-ci. On n'est plus en plénière, je vois que vous êtes dispersés à travers la salle. J'espère que vous verrez bien, y compris ceux qui sont de ce côté-là. Pas d'angle mort, tout va bien. Les angles morts, c'est important, faut faire attention. Donc on va travailler l'optimisation des déplacements. Ce qu'on disait ce matin, c'est qu'avant même la formation, et c'était une partie que je trouve très passionnante, très intéressante, il faut repenser le management du déplacement, voire la nécessité du déplacement. C'est quand même assez... Voilà, on disait ce matin, c'est un peu contre-intuitif. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce que le déplacement est nécessaire? Est-ce qu'on peut le faire autrement? Et est-ce que ça limite vraiment le risque? A priori oui, puisqu'on ne se met pas en risque en renonçant à se déplacer. On sait que c'est l'un des objectifs d'ailleurs du projet de loi d'orientation des mobilités dont on pourra dire un mot. Pour ce premier atelier, j'appelle Céline Billard, qui est chef de projet planification et prospective de la mobilité au sein du cabinet ITER. Je vous en prie, installez-vous. Élisande Bourry, responsable sécurité environnement sûreté chez Valrhona. Philippe Etienne, qui est référent du plan de déplacement entreprise de Safran Helicopter Engine à Tarnos. Emmanuel Laurent, qui est directeur délégué santé et sécurité au travail SNCF et SNCF Réseau, et puis Bruno Renard, qui n'est pas loin, je l'ai croisé, voilà, coordinateur de la responsabilité sociétale au CSA à Grenoble et président de la Fédération des acteurs des plans de mobilité. Comme ce matin, évidemment, vous aurez la parole. Alors, comme on est en comité plus réduit, vous aurez la parole à la fin de cette table ronde, et de la suivante aussi, d'ailleurs, si vous êtes encore avec moi pour la suivante, ou bien de l'autre côté avec Valérie, c'est évidemment le même principe. Mais cette fois-ci, avec des micros, vous pourrez intervenir, évidemment, pour poser vos questions. Si c'est de l'ordre du témoignage, juste, soyons d'accord sur une règle toute simple, c'est que vous prenez la parole 45 secondes pour livrer votre témoignage, faire réagir éventuellement ceux qui sont là, mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à, évidemment, que le maximum de personnes puissent prendre la parole et donc ne pas la monopoliser. Voilà, c'est l'idée. Je vais faire la même chose, d'ailleurs, je vais arrêter de la monopoliser. Céline Billard, on va se tourner d'abord vers vous. Quand on parle beaucoup de plan de mobilité, on va peut-être commencer par là. En quoi c'est stratégique, le plan de mobilité? Une entreprise, une administration? Oui. Un plan de mobilité, c'est un outil, je dirais, au service de l'entreprise, de l'administration, d'un employeur, on va dire. C'est un outil au service alors, de beaucoup de choses. De la responsabilité sociétale des entreprises, du développement durable, du management, de l'économie de l'entreprise. Aujourd'hui, sujet, c'est un outil au service de la sécurité routière. C'est un outil au service de la santé des salariés. Donc c'est un outil en fait qui, je dirais, va être utile à la fois pour l'entreprise, pour les salariés et puis aussi pour les autres parties prenantes, par exemple pour les collectivités qui vont utiliser les données du plan de mobilité entreprise pour améliorer par exemple une offre de transport public. Mais si on devait définir ce que c'est qu'un plan de mobilité, on dirait quoi? Alors, en quoi ça consiste? Je ne vais pas commencer par le début. Non, mais c'est moi qui ai posé la mauvaise question au départ. Mais... Un plan de mobilité, c'est un outil qui vise à optimiser les déplacements des collaborateurs, des salariés, qui vise à optimiser les flux générés par l'activité. Donc ça peut être aussi des flux de marchandises, les flux générés par des sous-traitants, par exemple, des flux de visiteurs, des flux de patients, si on a affaire, par exemple, à un centre hospitalier. Donc c'est comment tous ces flux générés par un établissement, on cherche à les optimiser. Alors, à travers optimiser, il y a différentes choses. Il y a l'optimisation sur la notion de report modal, c'est-à-dire comment on amène les gens à se déplacer de façon plus vertueuse. Report modal, c'est on change de mode de transport. Voilà, on les amène par exemple de la voiture vers un mode dit plus vertueux, la voiture partagée, le vélo, les transports en commun, ou comment on amène les gens à se déplacer moins. Ça, c'est un sujet que vous avez abordé ce matin. Comment finalement on réduit le besoin de mobilité ou on réduit les distances de déplacement. Donc un plan de mobilité, c'est ça, c'est un outil qui est au service d'une évolution de la mobilité, de la réduction de la mobilité. Alors après, cet outil-là, il est mis en place par une première phase qui est une phase d'étude. On va établir un diagnostic qui vise à comprendre quelles sont les pratiques de mobilité, alors que ce soit la mobilité domicile-travail comme la mobilité liée à l'activité, la mobilité professionnelle, la mobilité de mission en fait. Donc on va analyser un petit peu ce qui se passe en termes de déplacement, de pratiques.
On va regarder bien sûr les offres de mobilité à disposition. Et puis on va tirer des enseignements. On va dire finalement entre les offres de mobilité à disposition et les pratiques de mobilité, il y a un écart. On a des marges de manœuvre. Et on va dresser un ensemble de mesures pour finalement réduire cet écart entre les possibilités et les pratiques et aller vers quelque chose qui est plus vertueux. Plus vertueux et aussi plus confortable pour les salariés. Ce n'est pas le premier critère, la sécurité routière, par exemple, dans un plan de mobilité. Dans la manière dont vous en parlez. Ce n'est pas la porte d'entrée, ce n'est pas la première porte, quoi. Ce n'est pas la première porte d'entrée, en effet. Ça peut l'être, mais il y a des cas comme ça. Moi, j'ai accompagné des établissements pour qui ça faisait partie des critères de déclenchement d'un plan de mobilité, mais généralement, ce n'est pas le premier critère. Aujourd'hui, un des premiers critères, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'article 51, qui dit que toute entreprise de plus de 100 salariés sur un même site, sur un périmètre de plan de déplacement urbain, doit élaborer un plan de mobilité. Obligation. Elle doit. C'est une obligation réglementaire. Il y a la loi, et après, il y a aussi des réglementations locales, les plans de protection d'atmosphère sur certains territoires, qui de la même manière obligent ou incitent les entreprises à réaliser ce plan de mobilité. Souvent, c'est la première motivation. Mais ce n'est pas la seule. Parce que nous, ça fait par exemple 10 ans à ITER qu'on accompagne les entreprises à faire des plans de mobilité. C'est une démarche qui a été accompagnée pendant longtemps par l'ADEME, notamment l'Agence de l'environnement, la maîtrise de l'énergie. Et les motivations, elles peuvent être différentes. Elles peuvent être par exemple une entreprise qui va changer de site, qui cherche à se relocaliser sur le territoire ou à rassembler différentes unités, ou qui va s'agrandir en taille ou se réduire, qui va faire des rachats, donc un repositionnement géographique, va se questionner sur le meilleur positionnement géographique qu'elle peut trouver pour son activité et pour ses collaborateurs. Alors, il n'y a pas cette notion de sécurité routière, par exemple, dans ces cas-là. Toujours pas. Toujours pas. On peut mais avoir c'est pas aussi... grave parce qu'on a compris ce matin, et c'était d'ailleurs intéressant, que la sécurité routière n'est pas forcément la porte d'entrée, mais qu'en revanche, il y a toujours des répercussions en termes de sécurité routière derrière. Tout à fait. Et même parfois des répercussions dont on n'a pas conscience et qui ne sont pas forcément visibles comme ça au premier coup si on n'a pas le raisonnement sécurité routière. Mais la sécurité routière est toujours présente dans un plan de mobilité. Par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Elisande. Par exemple, une entreprise veut mettre en place des actions en faveur du vélo. Aujourd'hui, le vélo, c'est un des modes qui a le vent en poupe, on va dire, qui est accompagné par les politiques publiques. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui veut mettre en place du vélo pour les déplacements domicile-travail et pour les déplacements professionnels. La question qu'elle se pose tout de suite, c'est oui, attention. Révolution des organisations. Allez-y, vous inquiétez pas. C'est les jingles qui partent tout seuls, ce sont des choses qui arrivent. Je veux bien mettre en place du vélo pour mes salariés, mais en fait, non, je ne veux pas parce qu'il y a une question de sécurité. Aujourd'hui, c'est un mode vulnérable, en fait. Et je ne veux pas permettre finalement mes salariés de faire du vélo parce que j'ai peur qu'il y ait des accidents, parce que... Sur site, là on parle sur site. Pas sur le site de l'entreprise. Non, vous parlez pour les déplacements domicile-travail Ah, et pour les déplacements professionnels. D'accord. Néanmoins, il y a quand même des velléités à aller vers ce mode-là, qui est un mode vertueux, qui est un mode qui aujourd'hui a fait ses preuves, qui est bien pratique sur des distances courtes, qui pour la santé est totalement bénéfique, qui est peu coûteux. Et donc, du coup, on va forcément toucher à la notion de sécurité. On va voir comment on peut encadrer cette pratique-là par de la formation, par de l'assurance, par des équipements, par un ensemble de dispositifs qui vont accompagner l'action elle-même et qui sont finalement des actions de sécurité routière pour encadrer la pratique du vélo. Entendu. Vous m'avez dit c'est obligatoire, il y a des sanctions si on ne le fait pas, si on a plus de 100 salariés qu'on ne le fait pas? Alors, on est puni? Oui et non. Elles ne sont pas, on va dire, très offensives. Elles ne sont pas très contraignantes. Voilà, ce n'est pas très contraignant. Il y a en effet une sanction, par exemple, une entreprise qui est accompagnée par l'ADEME financièrement. Je pense par exemple à des fonds chaleur ou techniquement. Fonds de chaleur, c'est? Alors, les fonds chaleur, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je suis désolée. Ça sert à quoi? En fait, c'est des entreprises, par exemple, qui vont mettre en place du chauffage, par exemple, à granules, ou enfin, tous ces systèmes, sur leur mode de chauffage écologique, par exemple, de chauffage ou même de fonctionnement en termes d'énergie, vont demander des fonds à l'ADEME. Ils vont être financés en partie pour leurs installations. Et ça, l'ADEME se réserve le droit de financer une entreprise qui n'aurait pas ou qui aurait réalisé son plan de mobilité. C'est un outil efficace pour repenser la mobilité au sein de l'entreprise, repenser ses déplacements professionnels?
C'est un outil efficace qui doit être au service de l'entreprise, qui doit être au service des salariés. Et c'est aussi l'entreprise qui doit être au service de la mobilité. C'est quelque chose, si on le prend vraiment, je dirais, dans son entier, cet outil-là, il n'est pas seulement un outil, du coup, je dirais, à utiliser pour répondre à la loi. Il est justement à mettre au service comment repenser son activité, comment repenser la mobilité de ses salariés, comment faire du recrutement efficace. Enfin, vraiment, on touche à beaucoup de champs quand on travaille sur un plan de mobilité. Y compris la réduction des accidentalités, de l'accidentalité. Tout à fait. Ouais. Il y a longtemps, vous faites ça, Bruno Renard, vous. Là-bas au fond, Bruno Renard, précurseur de ces sujets, sur ces sujets à Grenoble au sein du CEA. 16 000 salariés, c'est ça, dans la zone Alors 20 000. 20 000. On est, oui, sur la presqu'île grenobloise. Ouais. Vous voyez, on est sur un axe stratégique. Quand vous venez de Lyon pour partir en vacances, quand vous venez de Lyon pour aller à Annecy, enfin voilà, si on a des embouteillages à cette entrée de l'agglomération, tout est bloqué. Et donc, en fait, en 2001, on a eu une grève du zèle, parce que je travaille au CEA, donc on a un site de 70 hectares et donc qui est très protégé. Au début, c'était pour le nucléaire, on n'est plus nucléaire, on est zéro carbone, mais c'est pour la recherche technologique, on dépose des brevets. Et donc, on a eu une grève du zèle de nos gardiens à l'entrée, qui ont fait juste de regarder convenablement le badge et si on a une photo. Le préfet a appelé mon patron en lui disant « Écoute, tu vas arrêter le bordel, tu en fais des embouteillages jusque sur l'autoroute ». Donc, on voit bien qu'il y a une situation de stress au niveau de la fluidité. Et donc, on a enchaîné le pas sur ST Microelectronics, qui a été le premier à importer des plans de déplacement d'entreprise, ça s'appelait comme ça avant la loi de transition énergétique. Et on a à peu près 17 ans de retour d'expérience sur une population de 20 000 usagers aujourd'hui. Ça va de l'université, donc des étudiants, qui sont assez disciplinés, comme on le sait, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des centres de recherche et des industriels, Siemens, Schneider. Donc on a 17 ans de retour d'expérience sur des mesures incitatives. On a fait tout ce qu'on pouvait imaginer, je vous le dis. Quoi qu'on a encore trouvé il y a une semaine, donc on peut encore défricher des choses innovantes. Mais grosso modo, on est tous des experts des choses simples. Vous savez, pour faire venir la personne en vélo, vous lui mettez une douche quand il arrive en transpirant. Il n'y a pas besoin d'inventer la poudre pour faire des bons plans de mobilité très efficaces. Et donc, jamais, d'abord, on a utilisé ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, c'est ce mot scientifique qui veut dire domicile-travail. Et puis après, on a commencé à s'intéresser aussi aux déplacements professionnels. Et puis en agissant sur la voiture, on agit aussi sur les déplacements personnels, le week-end et le soir, avec l'autopartage notamment. Et on oubliait totalement la sécurité, je dois vous le dire. Et il a fallu qu'on ait un accident malheureux d'une jeune étudiante en vélo qui a été écrasée par un camion dans un angle mort. Et là, on s'est quand même aperçu qu'il y avait une forte proportion à, quand on fait évoluer les comportements, à les encadrer. Au-delà de la sensibilisation, de l'information, de la formation, c'est différent, la formation et la sensibilisation. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit ce matin, bien entendu. Là, on est typiquement dans le trajet domicile-travail. Et aussi sur la prise de conscience que l'employeur a une responsabilité sociétale. C'est pour ça que moi, j'ai augmenté dans ma carrière, au fur et à mesure, augmenté le plan de mobilité, puisque maintenant, je suis patron de la responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'on attaque d'abord par la qualité de l'air, quand on met en place des mesures, et pas forcément sur la fluidité, on pense à nos gamins. Et puis on pense donc à, dès qu'on met en place une mesure incitative pour un mode proactif, à ne pas mettre en danger l'usager et son entourage. Donc le maître mot, c'est la cohabitation. Il faut vraiment, on a un site où on a, vous savez, les petits véhicules Renault, des Twizy, on a des navettes électriques, on a fait en sorte que nos sous-traitants viennent avec des camions et des trafics électriques ou hydrogène. Donc on a une cohabitation assez complexe. L'avènement du vélo à assistance électrique et du scooter électrique dans nos urbains et périurbains va faire beaucoup de mal à la sécurité routière, je peux vous le dire. Pourquoi ? Il n'y a pas de bruit. Et puis il y a un sentiment d'impunité. C'est-à-dire que dès que vous conduisez un véhicule qui ne requiert pas le permis de conduire, vous vous sentez, c'est juste une amende, quoi. C'est pas un danger de retrait de points. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui casse cette polémique, puisqu'à chaque fois que je fais une conférence, on me dit si, quand on a un permis, même si on est en vélo, si on grille un feu rouge, on a un retrait de points. Donc je pense que ça serait bon ici de dire que c'est faux. Non. C'est faux, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous faites une infraction, si vous conduisez quelque chose qui ne requiert pas le permis, vous n'avez pas de retrait de points. Très bien. Ce qui crée un danger incommensurable.
Je suis le premier. Alors, moi, je vous écoute passionnément parce que vous m'ouvrez des horizons. Mais je me dis, encore une fois, on commence par un but qui est finalement la qualité de vie, l'environnement. Et puis, à un moment, sur ce chemin, on rencontre des obstacles de sécurité routière. Mais on n'a pas pensé sécurité routière au départ. Si. Non. Au départ, non. Je dois vous l'assurer, il n'y a pas quelqu'un qui va lever la main dans la salle en disant si, en 2015, moi, j'ai pensé ça. Mais aujourd'hui, quand on va obliger les entreprises de plus de 100 salariés à avoir des plans de mobilité, est-ce qu'il y a un critère sécurité routière? Alors, on a élaboré un guide, la FAPM et le GART, donc, qui est la fédération de l'ensemble des métropoles et des collectivités territoriales, dans lequel il y a un pavé très clair. Tout à l'heure, ce matin, j'entendais parler de tests choc, de voitures tonneaux et ainsi de suite. On a fait un quartier de l'accessibilité pour démontrer, pas l'accessibilité, mais le handicap, on le traite aussi, mais un quartier de la prévention et la sécurité routière. Donc, on a voulu vraiment frapper les esprits. Et on a mis sur 5000 m² tout ce qui pouvait se faire au niveau de la sensibilisation adultes et enfants. Parce que n'oublions pas qu'il faut absolument que nos collégiens, voire en primaire, je crois qu'il y a un permis de vélo, ou au lycée, arrivent avec déjà un background sur la prévention et la sécurité routière. La SSR 1 ou 2 ne suffit plus, donc on fait des modules pédagogiques pour eux. Redites-moi SSR 1 ou 2 ? Alors, c'est ce que passent nos enfants en collège. Je vais vous faire... Pardon, à chaque fois qu'il y a un mot que je ne comprends pas, j'ai besoin qu'on m'explique. Donc, ASSR, depuis l'école. Attestation de sécurité... Voilà. Ben, merci. Donc, il faut ça, par exemple, pour conduire un scooter. À moins de 50 quand on a 16 ans. Mais aujourd'hui, on voit arriver dans les villes des jeunes qui font du vélo et qui n'ont jamais passé le code de la route. Donc, le code. Et donc, ils ne connaissent pas les panneaux. Et ils se baladent en vélo dans des villes, on donne pas mal de place au vélo. Donc, comme ce matin, et on y reviendra dans l'atelier sur la technologie, comme ce matin, finalement, on en vient à cette idée qu'à un moment, un progrès crée ses propres dérives ou ses propres difficultés et qu'il faut effectivement les traiter. Ah, tout à fait. Donc, vous allez voir, bon, tout le monde entend parler. Et comment vous les traitez, vous, pour le coup, ces dossiers vélos, si j'ose dire, sur le site ? Alors, Grenoble est une ville très plate. Donc, forcément, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a valorisé l'usage du vélo. On n'a pas attendu d'avoir un maire écologique pour le faire. Mais ceci étant, on est à 21% de cyclistes. Donc, sur une presqu'île de 16 000 habitants, ça fait mal quand le vélo arrive. Et donc... on sensibilise énormément les cyclistes, on les protège avec les aménagements, on travaille avec les aménageurs pour sécuriser les pistes cyclables et tout ce qui va avec. Et je dirais, pour simplifier, par rapport au vélo, le bon moyen de faire du vélo en toute sécurité, c'est le mot sécurité. Il faut sécuriser le vélo et sécuriser le cycliste. Voilà, une fois que vous avez ça, le reste chipote. Une douche, on peut ne pas transpirer. Par contre, le gars, il tient son vélo. Et aujourd'hui, on a énormément de vols de vélo. Donc, au lieu de mettre des abris, la personne fait du vélo sous la pluie, elle le fait. Par contre, vous mettez des arceaux. Ils sont beaucoup plus intéressés pour sécuriser et cadenasser leur vélo que pour le protéger de la pluie. Et puis après, vous protégez le cycliste avec un casque, avec un chasuble, avec tout ce qui est le bon équipement. Et la vision, voir et être vu, ce sont les gros symboles du vélo. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Céline Biard, vous avez dit un mot tout à l'heure, mais j'imagine que vous le partagez, Bruno Renard, c'est cohabitation, ou peut-être c'est Bruno qui l'a dit. Cohabitation, en fait, l'idée, c'est de faire cohabiter harmonieusement des modes de transport différents, c'est ça? C'est ça la vraie difficulté quand on change la donne? Alors oui, c'est faire cohabiter, faire en sorte que les gens vont vers des modes plus vertueux. Et faire cohabiter, alors ça, c'est vraiment faire remonter l'information au niveau des pouvoirs publics qui a ce besoin de cohabitation, en fait. On ne peut pas amener les gens à changer de mode de déplacement, à aller, par exemple, de la voiture vers les transports en commun et encore moins vers les modes doux, s'il n'y a pas la place pour eux. S'il n'y a pas des aménagements, en effet, sécurisés, comme vient de le dire Bruno, hein, il faut qu'il y ait ces aménagements-là. C'est la première clé d'entrée pour amener les gens à aller, par exemple, sur le vélo. Pardon, je m'étouffe à moitié. Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place qui valent pour tout le monde, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est un cas particulier? Sur un plan de mobilité en général ? On va dire qu'il y a un package de solutions qu'on peut mettre plus ou moins en place pour tout le monde, mais après, c'est vraiment au cas par cas. C'est en fonction des besoins de déplacement. Enfin, par exemple... j'analyse une entreprise. Moi, j'ai certaines entreprises où il y a une réelle proximité au lieu de travail. Donc, les gens, ils habitent dans un rayon de 5, 10, 15 km. Cette population-là, je vais avoir plus de facilité à la capter sur les transports en commun, sur les modes doux, les vélos, la marche à pied, beaucoup moins sur le covoiturage.
J'ai des entreprises aussi où il y a des forces de production, des gens qui sont en usine, qui sont en 2-8, en 3-8, et j'ai d'autres entreprises où on a que de l'emploi cadre, des gens sur du tertiaire. On n'est pas du tout sur les mêmes besoins de mobilité. On n'est pas du tout de la même manière en adéquation avec les offres de mobilité. Par exemple, quelqu'un qui travaille en 2-8, en 3-8, il n'aura pas l'offre de transport public pour aller travailler. Donc il va quasiment toujours se retrouver en voiture finalement. Donc là, par exemple, dans des cas de figure comme ça, on va les orienter vers le covoiturage. Le covoiturage qui, aujourd'hui, est un mode un peu plus vertueux en termes d'émissions carbone et qui, en termes de sécurité routière... Entre salariés ou pas forcément, d'ailleurs? Alors, pas forcément. Ça dépend. Mais au sein d'entreprises, peut-être on en parlera tout à l'heure, au sein des entreprises, ça peut se développer, évidemment, entre salariés. Ça peut se développer entre salariés. Après, il y a vraiment une notion de masse critique de population. Une entreprise de 50 personnes, pour faire du covoiturage, ça va être un petit peu limité, je dirais, en termes de possibilités. Après, si on peut se mettre à plusieurs dans une zone d'activité... et faire du covoiturage entre salariés des différentes entreprises de la zone d'activité, là, on va atteindre des masses critiques, des possibilités, en fait, pour les gens de trouver un covoitureur qui corresponde bien au trajet domicile-travail. Élisande Bourri chez Valrhona et Philippe Etienne chez Safran, vous avez, vous, des plans de mobilité? Vous avez repensé votre manière de vous déplacer d'une manière générale? Peut-être Élisande, pour commencer? Oui, je vais commencer. Nous, on est une chocolaterie basée à Tain-l'Hermitage. Juste pour vous situer un petit peu le site, on a 2 sites. Un site historique qui est entre le Rhône et la Nationale 7 et un site situé dans une zone d'activité. Le démarrage de notre plan de déplacement d'entreprise, il a 1 an. Et au départ, on n'est pas soumis à l'obligation parce qu'on n'est pas dans une zone urbaine. Par contre, la commune sur laquelle on réside a décidé de mettre le stationnement payant. Et nous, on utilise pour une partie du site les stationnements de la commune. Donc socialement, là, ça a été très tendu chez nous, vous imaginez. Voilà, 30 € par mois de parking pour nos collaborateurs. Donc ça a été socialement difficile et on a décidé de saisir cette opportunité-là pour se lancer dans un PDE, accompagné par ITER, dont Céline avait participé, justement pour repenser un peu la mobilité de nos collaborateurs, essayer de trouver des leviers d'action, mais comme on n'avait pas spécialement de méthode, on ne savait pas comment se lancer là-dedans, on s'est orienté vers un cabinet spécialisé. Donc on a d'abord fait un mapping de quelles étaient l'accessibilité aux différents sites, qu'est-ce qui était possible en transport en commun, en train, bien sûr en voiture, en vélo, de façon sécurisée. Et ensuite, on a travaillé plutôt toute la demande de mobilité de nos collaborateurs. Donc, où est-ce qu'ils résidaient, où est-ce qu'on avait des poches possibles de mutualisation. Et là, grosse surprise, on avait 289, c'est très précis, personnes qui pouvaient covoiturer ensemble, parce qu'ils étaient sur des mêmes horaires postés. Et ils résidaient sur une poche assez proche l'une de l'autre. On en avait 155 qui pouvaient faire du vélo. Et une soixantaine, parce qu'il était à moins de 3 km à vol d'oiseau, et une soixantaine qui pouvaient venir à pied, parce que moins de 1 km à pied. Donc on a décidé d'établir des actions par rapport à ça. La première action, ça a été sur le développement du covoiturage. Donc là, on a travaillé plutôt avec une application pour mettre en lien les collaborateurs, parce que souvent, les gens avaient l'idée, mais il n'y a personne qui habite dans ma commune, il n'y a personne qui peut venir en même temps que moi. Et l'outil a permis de démontrer que si, il y avait des possibilités. On est aussi une activité qui est saisonnière, donc on accueille 250 intérimaires à peu près dans l'année. Parce que vous dire le chocolat, c'est à Pâques et à Noël? Oui, tout à fait. Du coup, c'est le gourmand là, qui parle. Cette saison. Du coup, ça a été aussi un moyen d'inclure tous les intérimaires dans cette démarche-là, pour justement être en lien avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'à 800, on ne se connaît plus, ou pas aussi bien en tout cas que quand on est plus petit. Le deuxième axe qui n'était pas spécialement attendu par les collaborateurs sous l'angle repenser la mobilité était le télétravail. Donc ça, il y avait une vraie attente de nos collaborateurs. C'est un groupe de travail qui a été plébiscité par tout le monde, plus pour mieux équilibrer tout ce qui est qualité de vie au travail, équilibre vie pro, vie perso. Encore une fois, c'est passionnant, parce que les deux axes que vous venez de me définir, c'est pas la sécurité routière, c'est pas l'usage de la voiture qui rentre en première intention. C'est la voiture va me coûter plus cher parce que c'est du parking. Tout à fait. Le deuxième, c'est travaillons mieux, quoi. On est d'accord. Tout à fait.
Et là, sur le télétravail, aujourd'hui, on a 120 collaborateurs qui télétravaillent une fois par semaine minimum. Donc ça a un vrai impact, par contre, sur la sécurité routière, parce que pour le coup, c'est des gens qu'on met en moins sur les routes et qui ne sont pas exposés à ce risque-là. Au moins une fois par semaine. Ils sont pas, oui, ça, une fois par semaine. Voilà. 1 à 2 jours par semaine. 1 à 2 jours, voilà. On a cadré, on a fait une charte, c'est pas plus de 2 jours pour préserver aussi tout ce qui est vie en équipe, voilà. Mais par contre, parce qu'il n'y a pas une réponse universelle en fait à ces problématiques de PDE. Mais pour répondre par contre à ce problème de sécurité routière, ça y répond complètement. Donc plus le télétravail que la première option. C'est complémentaire en fait. C'est complémentaire. Ouais. Le covoiturage aussi. Ensuite, là où on s'est posé beaucoup de questions sur tout ce qui est sécurité routière, c'est sur un des axes importants sur le vélo. Le développement, parce qu'on a 155 collaborateurs qui prennent pas, mais qui pourraient prendre le vélo. Et là, on n'a vraiment pas voulu se retrouver sur allez-y, et puis qu'on explose sur tout ce qui est accident de trajet. Donc on a pris notre temps pour se dire comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on sécurise et qu'on travaille avec la commune, on sécurise les infrastructures déjà qui nous sont proposées, comment est-ce qu'on sensibilise nos collaborateurs, comment est-ce qu'on les équipe. Donc en ce moment on réfléchit sur tout ce qui est indemnité kilométrique vélo pour inciter nos collaborateurs à l'usage du vélo, mais sous conditions, un certain nombre de conditions qui sont le port du casque, du gilet jaune de visibilité, ce genre de choses. Le port du gilet jaune est obligatoire chez Valrhona. Il sera. Bruno Honard, je vous voyais réagir sur la question sécuritaire autour du vélo, parce que encore une fois, intuitivement, on se dit bah oui, allons bosser à vélo, et chez Valrhona, ils répondent oui, attendez, bougez pas, parce qu'avant, faut juste faire un tout petit. Vous avez rencontré ces sujets-là? Oui, en plus, moi je suis CEA, donc je suis opérateur d'État. On a 10 centres en France et quand tous les préventeurs ou les ingénieurs de sécurité d'établissement se réunissent à Paris, il y a un point rouge à Grenoble avec un taux d'accidentologie du vélo qui est assez phénoménal. Et je crois que la dernière fois, il y a un nouveau qui est venu, on dit on va arrêter le vélo à Grenoble. Bon, c'est pas la solution. On sait qu'on a atteint une masse critique et il faut le savoir que plus on a de cyclistes, forcément, plus on a d'accidents. C'est normal, c'est la rationalisation du nombre d'accidents par rapport aux cyclistes. Après, quand on arrive à une certaine masse critique, mais surtout en cohabitation, il y a un effet. Vous savez, comme quand on a mis les priorités à droite dans les communes il y a quelques années. J'ai hurlé moi, en disant mais ils sont fous, c'est dangereux. On s'aperçoit, je crois que l'avenir nous dit, quand c'est dangereux, la personne fait attention. Et quand elle fait attention, il y a moins d'accidents. C'est terrible. Quand elle sait que c'est dangereux, quand elle a intégré le danger. Donc, grosso modo, l'être humain, voilà, plus on me protège, plus il se sent en sécurité, moins il fait attention. Comme la sécurité dans les piscines. Si vous mettez de la sécurité, vous ne surveillez plus les gosses et ça augmente. Bon, c'est polémique, ça. Donc, oui, on a eu une augmentation. Et puis, il y a aussi le phénomène que quand vous avez un petit frottement entre deux véhicules, c'est de la tôle froissée. Quand vous avez un cycliste qui tombe, forcément, c'est un arrêt de travail ou un accident de travail s'il est sur le site. Donc c'est préoccupant, mais voilà, il faut y aller. De toute façon, c'est une solution qui est utile pour des tas de raisons. On va parler de santé, on va parler au-delà de la pollution de l'air. Quand j'ai tiqué, j'ai réagi, c'est par rapport à des mesures qui, aujourd'hui, nous semblent assez bonnes ou mauvaises suivant le contexte. l'ICA vélo. Quand il a été kilométrique, heureusement qu'elle est facultative pour nous, parce que comme ça fait des années et des années qu'on a engrangé des mesures incitatives sur le vélo, en fait, on a mis aussi des gens dans les transports en commun. On rembourse 85% de l'abonnement en transport en commun. Donc quand vous avez une offre de transport en commun, c'est assez phénoménal, quoi. C'est tous les gens qui peuvent le prendre, le prennent. Et ils s'engagent à ne l'utiliser que le transport en commun. Et donc, en fait, c'est un abondement. Donc, ils payent de l'argent, on lui rembourse une partie. l'ICA vélo, c'est on lui donne de l'argent sans contrepartie, si ce n'est de faire du vélo. Et donc, si on avait mis en place l'ICA vélo, on a des gens qui seraient partis du transport en commun uniquement pour gagner de l'argent en faisant du vélo. Oui, il y a des solutions qui, des fois, il faut faire très attention au danger. Et moi, sincèrement, j'ai étudié, il vaut mieux qu'ils prennent le transport en commun au niveau du danger. Après, il va marcher, ça lui fera du bon pour la santé. Traitons le sujet du covoiturage, puisqu'on y est aussi. Alors, j'ai appris le mot pendulaire, donc, hein, entre le domicile et le travail. Donc ça, c'est le covoiturage pendulaire. Et en mission, c'est possible ? Alors, on réfléchit sur des véhicules en autopartage pour les missions. Entre salariés, là, pour le coup ou... Oui. Ah oui, entre salariés. Alors, le covoiturage, il a aussi tout son intérêt si on arrive à fédérer
sur les entreprises autour de chez nous pour pouvoir élargir, c'est ce que expliquait Céline, sur les masses critiques des collaborateurs qui pourraient rejoindre ce réseau. Et du coup, là, on ouvre un champ des possibles beaucoup plus large. Vous avez mesuré ce que cette politique de mobilité au sens large, cette nouvelle politique de mobilité peut vous épargner en vie, en tôle froissée, en accident, voire en argent? Vous avez fait une projection? Je projette la table ronde de ce matin sur sur l'atelier de cet après-midi. On a fait des projections plutôt sur combien est-ce qu'on pourrait avoir de personnes qui covoiturent à terme, combien est-ce qu'on pourrait réduire les trajets, vous savez, par exemple, de combien de... Non, on ne l'a pas mesuré, ça. C'est un peu tôt. Oui, un peu tôt. Un peu tôt. Une fois à la volée, peut-être, par rapport à ça. Allez-y. Comme ça, le sujet est traité. Sur l'autopartage, quand on a mis en place l'autopartage, je l'ai mis d'une manière très égoïste. En fait, c'était pour réduire mon parc de flotte auto, puisque je suis opérateur d'État, il faut que je réduise de 30% mon parc automobile. Et en fin de compte, on a découvert des choses qu'on ne pensait pas dans l'usage de l'autopartage. Et du coup, on a demandé à faire à titre professionnel. Le schéma est simple. Quand vous avez un salarié qui part en mission professionnelle, qui va à un rendez-vous, une réunion, démarcher un client, s'il n'a pas un véhicule de fonction, c'est de plus en plus rare, il y a des véhicules en pool, donc qui viennent chercher sur l'établissement de l'entreprise, ou des véhicules en location courte durée, les Hertz, les Avis, les Robcar. Et donc, en fait, on est entre Grenoble et Lyon, je vous donne l'exemple le plus facile, forcément. On a quelqu'un qui habite Voiron, donc il est entre les deux communes. Donc, il se lève le matin, il part de chez lui, il vient au CEA, à Grenoble, il prend un véhicule de service, il va à Lyon dans une réunion, il passe devant chez lui déjà une fois, il repasse devant chez lui le soir, et ensuite il rend la voiture et il retourne. L'autopartage, il maille le territoire. Donc, vous avez des véhicules partout. Et donc, quand on a autorisé nos salariés, on a poussé nos salariés à faire ça, en fait, le salarié part de chez lui le matin, il prend la voiture à Voiron, il va à Lyon, il revient. Il divise par 2 son kilométrage. Bon, on ne fait pas quand il multiplie par 3, hein, quand il passe devant, on est bien d'accord. Hein. Et donc, on réduit tout, en fait. Et quand on réduit le nombre de kilomètres, eh ben, on réduit l'accidentologie. Oui, puis on a eu la démonstration ce matin, moins de carburant, moins d'accidents, etc., etc. Donc, c'est effectivement vertueux. Chez Safran, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en termes de plan de mobilité? Alors, allez-y, ça marche. Normalement, ça marche. Ça marche. Bon. Nous, on est un établissement assez... Voilà. Donc, on est un établissement de 1500 personnes, plus 200, 250 sous-traitants. On a lancé une démarche de PDE il y a 3 ans dans le cadre de la modernisation du site. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire de nouveaux bâtiments et on va raser 80% du site actuel. Et notre directeur ayant une fibre assez sociétale et écologique, il a souhaité qu'on aille dans cette démarche. Donc, démarche qu'on a menée avec le syndicat des mobilités de la région bayonnaise, puisqu'on est dans les Landes, mais à 3 km de Bayonne, la ville de Tarnos et le département des Landes. Et puis avec un financement de l'ADEME également. Donc, on a fait appel au cabinet ITER également. C'est tous vos clients, en fait. D'accord. Pas directement. Et là encore, avec un objectif qui est grosso modo écologique et pas de sécurité routière au premier abord. J'en veux pour preuve que dans les objectifs et dans les indicateurs que l'on a, il n'y a pas un indicateur, et ITER a été très prolifique sur le nombre d'indicateurs, il n'y en a pas un qui touche à ce sujet-là. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche... alors, dans notre projet, on a aussi besoin d'un peu de surface. Et donc, on a un parking de 1300 places, on aimerait le faire un peu diminuer. Donc, on cherche à faire quoi? C'est mettre des gens qui sont autosolistes, soit en covoiturage, soit dans des bus. Alors, il y a 2 styles de bus. On existe depuis 1965. Depuis 1965, il y a des navettes qui irradient toute la région à 40 km autour. Les navettes qui, il y a 50 ans, étaient bien pleines, puisqu'on était une usine de production avec 80% d'ouvriers qui étaient en équipe. Et là, on arrive à avoir un quart,
On n'a plus que, grosso modo, 400 personnes qui sont en équipe. Donc, les navettes se sont vidées. On arrive depuis, à peu près depuis le début du PDE, on arrive à un talon de 100, 150 personnes qui les utilisent ou qui sont inscrits. On va peut-être dire 150 inscrits et 100 utilisateurs. Et on cherche à refaire monter ce taux d'utilisation. D'un autre côté, on a des bus de ville, on va dire, du syndicat des mobilités de l'agglo qui desservent, enfin on en avait une ligne qui desservait l'usine. Il y en a un autre qui ne s'arrêtait pas loin, donc on s'est mis d'accord pour le faire venir au terminus, donc juste devant l'usine. Donc on augmente le pourcentage, enfin la possibilité. Concrètement, si on va au terme de l'objectif, enfin à l'objectif plus exactement du plan de mobilité, c'est quoi? C'est d'avoir moins de voitures sur site. C'était ça la première idée? Moins de voitures? C'est moins de voitures. Par le transport en commun? Plus de transport en commun, oui. Beaucoup plus de covoitureurs. Covoitureurs. On a autorisé l'entrée sur un parking qui est entrée sélective, donc avec barrière, de manière, et un parking qui est proche plus proche des installations. D'ailleurs, on a donné l'autorisation aussi à... Quand vous venez en covoiturage, vous avez un avantage, c'est ça, par rapport aux autres? Oui, ils ont un avantage. C'est-à-dire qu'ils sont garés plus près du bureau. On a des badges, il faut qu'en 10 secondes, il y ait 2 badges de badges différents. La barrière se lève, ils peuvent rentrer. Donc, c'est que du covoiturage entre salariés de Safran, en revanche, hein, on est d'accord, hein? Alors, oui, pour l'instant, oui. Pour les 2 badges, pour le coup. Oui, bon, c'est parce qu'effectivement... Effectivement, on en est resté là pour l'instant. Vos salariés, ils achètent tout ça? Ils achètent certainement, mais on a un peu de mal à leur vendre. On a un peu de mal à leur vendre, oui. Bon, alors, il faut dire que les gens sont feignants, hein, tous. Donc, quand il y a 50 mètres de moins à faire à pied, il y a des covoitureurs qui vont se mettre sur un parking provisoire qui est plus proche de leur lieu de travail. Donc là, il faudrait, on va le faire, mais il faudrait qu'un jour on se mette devant et puis qu'on compte les covoitureurs qui utilisent votre parking. Je vous pose la même question que pour Valrhona tout à l'heure. Chez Safran, vous en attendez quoi finalement? Simplement la réduction du nombre de voitures utilisées, la réduction d'une partie de votre flotte éventuellement? Alors, en interne, quand même, ce que l'on peut dire, parce que là je parlais que de l'externe, c'est-à-dire que du pendulaire, comme on a dit. En interne, on a quand même mis des mesures. Pour nous, on est à 120 km de notre siège social, qui est de l'autre côté de Pau. Et on avait 14 voitures il y a 3 ans, qui étaient employées tous les jours. Bon. Et là, petit à petit, en obligeant les gens à faire du covoiturage, c'est-à-dire ils doivent s'inscrire pour réserver. Et là, on leur demande d'emmener des gens, ou s'il y a 2 voitures avec des horaires similaires, on leur demande de n'en prendre qu'une seule. Et donc, tous les ans, depuis 3 ans, on baisse d'une voiture. Hein, donc, on a gagné 3 voitures. Premier avantage économique. C'est pas négligeable. Et aussi, alors, un résultat auquel on est arrivé également en mettant ce qu'on connaît tous, un Skype sur nos postes professionnels, de manière à faire des visioconférences au moins point à point. Donc vous réfléchissez à la question de savoir si on se déplace pour les rencontrer. Vous avez des clients pour le coup autour? Non, absolument pas. C'est plutôt pas des clients. Ce sont uniquement des réunions internes à la société. Donc c'est du Skype, c'est de la visioconférence, c'est du télétravail aussi, comme chez Valrhona? Non, enfin... Non, parce que ça s'y prête pas chez vous? C'est à la marge. À la marge. Oui, à la marge. Par contre, allez-y. J'ai une chose sur le vélo. Grosse difficulté sur le vélo, où effectivement, on aimerait voir plus de gens utiliser ce moyen. Par contre, entre Bayonne, on a grosso modo 50% du personnel qui est sur la région bayonnaise. Entre Bayonne et l'usine, il doit y avoir 5 km. Sur les 5, il y en a 4 qui sont une route industrielle excessivement dangereuse. Donc,
ce n'est pas pour l'instant un moyen qu'on veut. Donc le vélo, vous avez laissé de côté pour l'instant l'option vélo. Là, pour des raisons de sécurité routière, clairement. Je comprends. On peut s'interdire des choses pour des raisons de sécurité routière et on met d'autres choses en place qui ne sont pas pour des raisons de sécurité routière mais qui ont un impact, on l'a compris, sur la sécurité routière. Vous l'avez mesuré d'ailleurs cet impact? Non. Vous dites juste l'un et l'autre, on met moins de voitures sur la route, donc de facto, on engage moins de risques. C'est ça que je tiens comme conclusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a traité trois cas qui sont tous les trois des cas géographiquement proches. Ce sont des sites, en ce qui vous concerne, et également pour Bruno Renard. Emmanuel Laurent, lui, il a un autre job, c'est qu'il repense tout ça à la taille de la SNCF. Alors, comment est-ce que c'est combien de salariés la SNCF? 150 000? Alors, on a une petite PME qui monte, on est 150 000 dans le groupe ferroviaire et 230 000 à échelle du groupe complet, y compris Géodis et Keolis. Pour combien de voitures sur les routes? Alors, je vais m'exprimer pour le groupe ferroviaire, ce qui est le plus simple. Le groupe ferroviaire, c'est 20 000 véhicules. 20 000. Donc, on est le 7e parc automobile de France. Ces véhicules sont à 80% utilisés par SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau, c'est généralement c'est l'envers du décor. Ce sont les personnels qui font les travaux sur les voies ferrées. On a beaucoup de petits véhicules légers qui nous permettent d'assumer les missions d'astreinte. Quand vous avez un dérangement d'installation sur la ligne D du RER, on a quelqu'un qui prend une voiture, qui est le primo-intervenant, avec ce que ça peut générer comme type de problème. Et donc, on a organisé aussi, on a notre phase transporteur, bien évidemment, en zone urbaine et extra-urbaine en métropole parisienne, avec les déplacements liés au RER et au pendulage, comme on disait tout à l'heure, on appelle ça le mass transit. C'est transporter quelques millions de personnes en 2 heures de temps le matin et les ramener en 2 heures de temps le soir. Et au niveau de l'entreprise, un de nos problèmes est que beaucoup de nos salariés commencent leur service et leur activité avant que les lignes de chemin de fer ne fonctionnent, puisque c'est eux qui ouvrent les postes d'aiguillage et qui mettent en route le système. Un autre de nos sujets de préoccupation importante, c'est le travail de nuit. Parce que la maintenance sur les établissements ferroviaires, sur les rails, sur les installations de signalisation se fait la nuit. Et l'astreinte, donc, où on a amené à projeter des personnels, parfois à 50 ou 100 km pour une intervention, avec ce côté psychologique qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais quelqu'un qu'on envoie réaliser une intervention quand les trains sont en panne, il a foncièrement envie de bien faire. Et dans le bien faire, il a foncièrement envie d'aller vite. Il a intégré l'urgence. Il a intégré l'urgence, c'est une partie de notre boulot de préventeur. C'est de sortir cette espèce de légende urbaine de la tête ou ce rite qui fait qu'on est pressé quand on est dans une situation d'intervention, puisqu'en général nos personnels, quand ils interviennent, même dans la totalité des cas, les mesures de sécurité ont été prises, les trains sont arrêtés, mais il y a cette envie d'aller très vite. Et donc, comment dans une organisation... Donc, le risque routier, c'est très important pour vous, bien évidemment, j'imagine. Alors, je rejoins exactement les statistiques qui ont été annoncées ce matin par différents intervenants. Les SNCF, globalement, c'est 8 000 accidents du travail par an. Donc, 4 000 avec arrêt. Donc, c'est assez important. Et nous dénombrons environ 70 accidents du travail routier avec arrêt. Je ne parle pas des accidents de trajet. Donc là, on est vraiment sur du routier en service, ce sont des véhicules de service. Et globalement, on sait que, alors, je ne fais pas de cynisme, mais on sait qu'à 50, 60, 70, on risque à 95% un accident mortel. La pyramide de Bird, que tout le monde connaît bien, c'est que quand on a beaucoup de précurseurs et d'accidents assez peu graves, on risque d'avoir un accident mortel. Donc ça a été, ça ne l'est plus aujourd'hui, notre première cause de gravité. Ouais. Ce qui est contre-intuitif dans une entreprise où notre premier réflexe est de se protéger des trains, quand nos personnels travaillent aux abords des voies ferrées. De même qu'au CEA, j'imagine que le premier réflexe, c'est le réflexe de radioprotection. Enfin voilà, on a nos risques habituels. Mais le risque routier, quand on l'a pris vraiment en mode projet il y a 2 ans et demi, était notre risque majeur de mortalité, avec presque 3 décès par an en service pendant les heures de travail. Vous dites que ce n'est plus le cas parce que vous avez repensé la manière de se déplacer. Alors comment, dans une entreprise de la taille de la SNCF, ou dans un groupe même, puisque de la taille de SNCF et SNCF Réseau? Alors, il y a eu un gros travail avec les équipes. J'aime beaucoup d'ailleurs ce qui a été dit ce matin par le professeur de l'ESCP. C'est déjà le management. Le rôle du management qui consiste à dire « je vais enfoncer une porte ouverte, mais le moyen le plus simple et le moins risqué de se déplacer », je le dis à toute la salle, je fais de la pub, c'est quand même de prendre le train.
L'avion aussi, mais ça manque de pistes d'atterrissage partout, mais le train reste quand même le mode de déplacement le plus sûr, en tout cas dans le territoire national. Donc on l'a aussi rappelé à nos salariés pour qui finalement prendre la voiture. Quand vous avez 20 000 bagnoles, c'est quand même très pratique. Ça permet de ne pas attendre le train, de ne pas... voilà. Bon. Donc vous leur avez fixé par exemple comme un des objectifs, vous leur avez dit s'il y a un train qui en gros donne à peu près le même délai de déplacement, voire un peu plus, préfère le train ? Ben, on a fait une bonne pratique dans beaucoup d'endroits, y compris au siège à Saint-Denis, où on a 10 000 salariés essentiellement du tertiaire. C'est de dire on ne commence une réunion et on finit la réunion que quand elle concorde avec l'heure d'arrivée du train ou avec l'heure de départ du train. C'est très incitatif et l'excellence opérationnelle fait que derrière, on se tient à l'heure de départ de la réunion et à l'heure de fin. Et donc ça évite d'avoir des voyageurs... Voilà, si vous avez des sites entre Metz et Nancy, j'entendais entre Grenoble et Lyon, voilà, ça c'est des bonnes pratiques qu'on peut faire. C'est la première. C'est malin, hein. Je le vole à Élisande Bourri qui, quand vous le disiez, a dit c'est malin. Oui, c'est malin. Nous sommes en train de développer... En même temps, les horaires de train, vous les connaissez a priori. Voilà, et on les connaît même en temps réel. Et 90% de nos trains arrivent à l'heure. Nous avons le même problème en Ile-de-France pour l'ensemble des salariés, il faut être clair. On a un outil de production qui est la voie ferrée en Ile-de-France qui sert 2 heures, allez 3 heures le matin en pointe, 3 heures le soir, c'est-à-dire 6 heures. Il y a des industriels ici, personne n'achètera un outil de production qui fonctionne à plein 6 heures sur 24 et en pointillé le reste du temps. Donc il y a une très belle expérimentation à la Défense sous le patronage de Valérie Pécresse de décaler les heures de travail des salariés pour répandre aussi les flux dans les trains le matin et éviter le réflexe de prendre sa voiture parce que l'inconfort lié aux 1,2 ou 1,3 millions de passagers clients de la ligne A du RER et pareil sur la ligne D fait que nous incitons les entreprises à décaler les heures de prise et de fin de service. Côté déplacement, on a beaucoup incité au télétravail aussi hein, dans le tertiaire et l'entreprise fait que couvrant le territoire, moi j'ai des salariés qui travaillent pour moi, qui habitent à Lyon ou qui habitent dans des petites gares de région parisienne ou de province très proches. Bon, on les autorise naturellement 1, 2 ou 3 jours par semaine à travailler en zone externe, donc ils vont dans leur gare la plus proche, ils ont leur voilà. En échange de quoi ils font du coup beaucoup moins de trajets et en échange de quoi ils se proposent comme volontaires de l'information en cas de problème dans la gare. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et moi je trouve que le télétravail quand on est dans des zones urbaines extrêmement denses, à raison d'1 jour par semaine ou de 2 jours par semaine, il n'y a pas de désocialisation parce que y a un risque du télétravail. On ne peut pas combattre le risque routier et ramener un risque psychosocial. C'est plutôt des expériences qui fonctionnent bien. Est-ce que quand vous êtes obligé de vous déplacer en voiture, parce que la flotte, elle n'a pas baissé en revanche, si j'ai bien compris, en 4-5 ans, c'est toujours 20 000 véhicules. La flotte, c'est ce qui nous inquiète avec mes collègues homologues. Notre flotte de véhicules augmente au fur et à mesure, je ne vais pas faire un discours syndical de base, mais au fur et à mesure qu'on diminue les effectifs et qu'on allonge les zones d'intervention, on a une flotte qui augmente. Et on se dit que voilà, on est arrivé à un taquet, donc nous allons équiper notre flotte dès l'année prochaine de boîtiers télématiques. Donc on va géolocaliser nos 20 000 bagnoles et camions, parce qu'on a aussi des camions d'intervention. Puis on va les équiper avec un petit GPS. Puis on va regarder toutes les composantes de la voiture. Et puis on s'est dit qu'il y avait des zones qui étaient dangereuses. Je vous donnerai une anecdote si vous le souhaitez tout à l'heure. Puis on va regarder où est-ce que les gens déclenchent le SP. Parce que s'il y a 40 personnes et 40 voitures qui déclenchent le SP au même endroit, ben à un moment, il faut expliquer qu'il y a une route qui manifestement pose un problème. Puis il faut peut-être changer le déplacement. Et ça, on peut le faire en grand quand on a une flotte importante. Tous les accidents du travail routier graves ou qui auraient pu l'être sont traités au niveau de la direction générale, donc au niveau de votre serviteur ou au niveau de la présidence, et on les analyse. J'ai souvenir d'un accident mortel cette année, qui était une horreur absolue, d'un salarié qui, sur une route nationale bidirectionnelle, tournait systématiquement à gauche pour faire la maintenance des installations de signalisation. Voilà. Il mettait son clignotant, il y avait des petits pointillés, il avait le droit. Sauf qu'un camion est arrivé derrière et l'a percuté à très grande vitesse. Notre collègue est décédé sur le coup. Et quand on a analysé le lendemain cet accident, on a une expression, vous savez, cette sensation de fatalité, de truc, on ne peut rien y faire, on ne peut pas voir les autres usagers. Puis au bout de 2 heures de cogitation, on a inventé la poudre à couper l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on a dit c'est pas ça qu'il faut faire.
il ne faut pas tourner à gauche. Il faut que le salarié commence à tourner de l'autre côté et que dans le plan de maintenance des installations électriques, on fasse en sorte de repenser nos plans de maintenance et de faire en sorte d'avoir au moins à ne pas couper la route, c'est-à-dire d'éviter 2 risques. Donc il va jusqu'au rond-point et il revient ? Et puis surtout, on l'inscrit dans son programme annuel de travail et on vérifie qu'il y ait une logique de déplacement dans ce qui se fait. Et ça, on commence à le faire. Ça fait aussi partie de l'évaluation des risques professionnels. Ce n'est pas naturel dans une entreprise comme la nôtre. Alors ça l'est pour des livreurs, ça l'est pour des entreprises de messagerie, mais pour nous, ce n'était pas naturel. Donc on essaie de trouver des solutions comme ça en rupture pour dire l'accident routier, ce n'est pas une fatalité, même quand on n'est pas responsable. Et ça a des résultats très concrets en termes de sécurité routière, ce que vous êtes en train de décrire, ce qui est un plan hyper large. Hein. Alors, vous faites feu de tout bois vraiment, il en fait chercher tous les axes. Beaucoup plus large que ça. On a fait un challenge qui se lance cette année sous le patronage d'Emmanuel Barbe pour inciter aussi aux bonnes pratiques et aux bonnes conduites. Et on n'objective pas juste sur le nombre d'accidents, c'est-à-dire qu'on objective sur les innovations, sur les démarches en rupture, sur les consommations de carburant, donc sur tout un tas de choses. On a des démarches d'analyse systématique de tous nos accidents. Voilà. On a commencé ce plan il y a 2 ans. Sur SNCF Réseau, pour ne citer que SNCF Réseau, nous avons divisé par 2 depuis fin 2016 le nombre d'accidents du travail avec arrêt. Ça veut dire que, pour être bassement matériel, nous avons plus que très largement remboursé toutes les actions que nous avons menées en 2 ans, d'un point de vue économique et d'un point de vue de souffrance humaine et de souffrance morale. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison. Donc on veut continuer. On en fait aussi un vecteur de progrès parce que quand on pense sécurité routière, on pense sécurité. Et donc on est en train peut-être de découvrir l'eau chaude à notre modeste niveau, mais on est en train d'acquérir des réflexes de prévention des risques partout où on le peut. Et on a développé en parallèle, j'entendais parler ce matin de qu'est-ce qu'on fait d'un conducteur dont on sait qu'il est peut-être à des kilomètres et qu'il est en état d'ébriété. On a développé en parallèle, depuis le 1er octobre, la possibilité pour tout agent qui conduit un véhicule d'être soumis à un test de dépistage par un manager habilité, tant sur l'alcool que sur les psychotropes, enfin les produits stupéfiants. Inopiné. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas juste... Je vois nos amis gendarmes d'un EDSR sans doute, on ne peut pas juste confier à la gendarmerie le fait de dire si on a des salariés qui ne sont pas en état de prendre le volant, on ferme un peu les yeux puis on verra s'il se fait prendre par les gendarmes. C'est juste pas possible. Notre responsabilité d'employeur morale et juridique, elle est claire. C'est aussi à nous de faire le job. Donc l'alcool a disparu des pots d'entreprise, il a disparu des pots de retraite, y compris du président du restaurant de notre président. On se veut exemplaire là-dessus et on ne peut plus supporter qu'avec 80 000 personnes qui peuvent conduire un des 20 000 véhicules, on puisse avoir quelqu'un en situation d'alcoolisation ou sous l'emprise de stupéfiants. Donc voilà, on mène toutes ces actions de front et on sent que ça commence à payer en termes de résultats, même si c'est extrêmement fragile. Et peut-être ce qu'on a compris de ça, c'est que ça nécessite une attention permanente et ça ne souffre pas le moindre défaut de vigilance, sinon les mauvaises habitudes reviennent très vite. Oui, c'est ça, la force de l'habitude dont on parlait aussi ce matin. Céline Billard, est-ce que toutes les entreprises, je veux dire les grandes entreprises, mais peut-être j'ai tort de faire d'ailleurs une dichotomie entre les grandes entreprises et les PME, mais est-ce qu'elles se posent ces questions? Moi, je suis assez frappé par votre... ingénuité à trouver des réponses. Ça veut dire finalement on a besoin de 30% de parking, il faut le récupérer, donc on va développer le covoiturage. Le parking est devenu payant là où on est chez Valrhona, donc on va fonctionner autrement. Notre gars a un accident dramatique, finalement il faut juste qu'il ne change pas de ligne, parce que s'il coupe la route, on multiplie le risque par 2, par 3, par 4, etc. Est-ce que tout le monde se pose ces questions-là? Ou est-ce que la voiture est encore le réflexe de se mettre sur la route? Non, je pense que tout le monde se pose la question. Ça ne se formalise pas toujours par un plan de mobilité. Par exemple, on a accompagné des petites entreprises. Alors, ce n'est pas l'apanage des grosses entreprises. Les petites entreprises se posent aussi la question. Elles ont toujours l'impression que c'est plus difficile à mettre en place dans leur structure quand on est 10, 15, 50 que 100. Mais finalement, on peut faire les choses et surtout si on se regroupe à plusieurs. Je prends l'exemple donc d'un groupement d'entreprises, Fijacteur, donc dans le Lot, où il y a eu une réflexion justement sur la question de la mobilité des collaborateurs parce que les employeurs se sont rendus compte que leurs salariés avaient des distances importantes à parcourir. Donc avec à la fois la notion de fatigue, la notion de coût financier et la notion en effet de risque routier.
Ça, c'était les 3 déclencheurs, je dirais, qui les ont amenés à venir vers nous et dire on a besoin d'être accompagnés pour trouver des solutions pour nos collaborateurs qui habitent à plus de 40-50 km et qui font des trajets de longue distance tous les jours pour venir travailler. Donc, ils se sont mis à plusieurs employeurs autour de la table et on les a accompagnés à trouver des solutions, finalement, pour réduire, je dirais, l'ensemble de ces 3 externalités qui sont donc la pénibilité, fatigue, le coût financier et le risque routier. Et donc, on les a amenés à travailler sur la mise en relation, covoiturage, mais au-delà du covoiturage et par exemple d'une plateforme de mobilité qui met en relation les covoitureurs, c'était de dire comment on peut mettre à disposition des véhicules électriques qui servent aux équipages de covoiturage et qui servent dans la journée à l'activité professionnelle des entreprises. Et ça, en autopartage entre les entreprises. C'est ça, ce n'est pas une flotte électrique qui appartient à l'entreprise, c'est une flotte mutualisée qui est utilisée par les différentes entreprises sur site. En fait, ça a démarré par des entreprises qui avaient déjà un premier véhicule électrique, qui en ont acquis un deuxième, et qui se sont dit finalement, mon véhicule, il ne sert pas la nuit. Je peux le mettre à disposition de mes collaborateurs qui décident de se mettre ensemble pour covoiturer. Donc équipage de 2, 3 à 4 personnes. Et puis petit à petit, je dirais, la réflexion commune a fait que le retour d'expérience de la première entreprise a intéressé la deuxième, qui s'est dit tiens, pourquoi pas, je vais voir si je ne peux pas équiper mon parc d'un véhicule électrique. Et petit à petit, ça s'est mutualisé entre plusieurs entreprises qui ont mis à disposition des véhicules électriques qui permettaient le covoiturage entre plusieurs entreprises. Donc des équipages finalement multi-collaborateurs. Donc ça, c'est un exemple de démarche qui va, je dirais, dans le sens de la sécurité routière, qui va dans le sens de l'évolution de la mobilité des collaborateurs, mais qui n'est pas un plan de mobilité. Non, c'est des solutions. C'est une solution de mobilité pour faire évoluer les choses et puis pour, je dirais, faire en sorte que les collaborateurs se déplacent dans de bonnes conditions, pour faire en sorte de fidéliser aussi certains collaborateurs. Enfin voilà, il y avait vraiment tout un panel de motivation et la sécurité routière en faisait partie. Bruno Renard, je dois réagir. Oui, quand vous parlez multi-entreprise, et c'était pour revenir au niveau corporate de la première question posée, comment vous faites sur un territoire aussi large avec autant de collaborateurs? Alors en fait, le sujet est simple parce qu'il s'est posé au 1er janvier où toutes les grandes entreprises de France m'ont appelé en disant « Monsieur Renard, comment je fais un plan de mobilité? La loi m'oblige, mais je suis là, je suis en province, je suis à Paris, comment je fais ?» Donc le système est simple. Là, avant tout, c'est un problème géographique, d'un contexte géographique. Donc pour vous poser la question de faire ensemble ou à plusieurs, si M. de Safran il prend un drone et il lève au-dessus puis qu'il est tout seul en plein désert, il sera tout seul à faire son plan de mobilité parce qu'il va analyser qu'à un moment donné, autour de lui, les voies d'accessibilité lui sont dédiées. Donc si on prend en périurbain, en urbain ou en mode rural, en fait, la première chose qu'on doit se faire quand on veut initier une démarche, c'est de se dire mais quels sont mes moyens d'arriver chez moi, une sortie d'autoroute, une gare, un arrêt de tram, une piste cyclable. Et ensuite, j'élève un petit peu le curseur au niveau du drone et je regarde mais qui a la même problématique transport que moi. À partir du moment où vous avez une thématique partageable, vous passez des coups de fil. C'est ce que j'ai fait en 2011 quand j'ai créé mon plan de mobilité. Et vous passez des coups de fil sur des choses qui se font à plusieurs. Il y a des choses qui sont tout seuls. Mais le covoiturage, ça se fait à plusieurs. Donc forcément, si vous voulez initier le covoiturage chez vous, vous appelez vos collègues. Si vous avez un train qui est en panne sur le quai de la gare, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas de la même entreprise. Donc je dirais qu'un corporate, moi j'en suis aussi, qui a un problème de plan de mobilité entreprise, il va donner des conditions un peu générales, il va donner un tronc commun. Il va dire, par exemple, tous ceux qui ont accès au transport en commun, je vais appliquer la loi transport qui rembourse 50% ou 60% ou 70%, un peu plus. Et ensuite, il va laisser faire ces ensembles de sites pour regarder au niveau d'un site particulier comment il est situé. L'exemple de dire, tiens, je fais un pacte avec la métropole en disant, je suis un CHU, je suis le plus gros employeur, et si je rembourse un peu plus de 50%, vous me mettez un arrêt de tram devant ma porte. Et ce lobbying, il se fait à plusieurs aussi. Donc les collectivités à qui on paye le versement transport ou bientôt le versement mobilité vont être d'autant plus à l'écoute qu'on ait une majorité d'employeurs, et je tiens à le dire, de la TPE, TPI ou ainsi de suite, c'est tous ceux qui sont sur le même périmètre. Vous avez des contextes en PACA où ce sont 260 zones d'activité. Là, il ne faut monter plus aucun drone, vous allez voir que c'est assez particulier. Et puis vous avez des endroits, vous avez une ville plate, vous avez le transport en commun. Donc la logique de la réponse, comment s'articuler inter-entreprise, c'est avant tout un conseil géographique. C'est-à-dire si ensuite vous débordez
et que vous allez trouver un autre point d'entrée qui est différent un peu plus loin, vous laissez tomber, vous avez trop augmenté votre périmètre géographique de mise en synergie des entreprises. D'accord ? C'est à ce niveau-là que ça doit se faire. Merci du conseil. La flotte partagée, est-ce que ça vous est venu, cette idée, chez Safran ou chez Valrhona ? Vous trouvez l'idée intéressante, peut-être devant vous, juste là ? Partagée avec une société et d'autres, oui. Autres sociétés. Oui. Non, nous n'avons dans notre environnement proche que des toutes petites sociétés ou une société qui a des besoins d'utilitaires et pas du tout de véhicules. Pas les mêmes que vous. Voilà. Donc c'est pas possible. On n'a pas du tout exploré. Et chez Valrhona non plus ? Nous, on a plutôt essayé de communiquer un peu ce qu'on faisait sur les clubs d'entreprises locaux, pour essayer d'inciter, d'avoir d'autres covoitureurs avec nous. Puisqu'on a à peu près la moitié de nos collaborateurs qui utilisent le covoiturage qui le font via quelqu'un qu'ils ont connu, qui s'est inscrit sur l'application, qui n'est pas un collaborateur. Donc plus on porte un peu cette parole-là, c'est plutôt ça qu'on a travaillé. Une question sur ces flottes de covoitureurs, finalement. Comment on juge, on vérifie le bon entretien des automobiles, la bonne capacité à conduire du covoitureur qui n'est pas de sa propre entreprise ? Alors nous, c'est leur véhicule personnel. Hein. Oui. Voilà, donc on ne vérifie pas le bon entretien. Après, on sensibilise beaucoup dans toutes ces approches-là. C'est beaucoup de communication, d'animation sur les rôles, les responsabilités, ce qu'il faut penser à faire. Voilà, beaucoup d'animation pour inciter aussi. Ça fait beaucoup de solutions. C'est le moment des questions. Si vous avez des questions, il y a des micros évidemment qui sont à votre disposition dans la salle. Allez-y, vous signalez et puis on y va tranquillement. On est en atelier, hein, donc on peut discuter entre nous. Allez-y, monsieur. Oui, je suis un peu étonné parce qu'il y a quelques années, dans ce type de colloque, on ne parlait pas du tout de vélo. Et maintenant, tout le monde en parle, mais c'est tout pour le dézinguer. Alors, je voudrais rappeler, pas tout à fait tout, non, Mme Biard en a parlé plutôt positivement, mais les autres plutôt non. Alors, je voudrais rappeler deux choses. C'est que d'abord, plusieurs études montrent qu'en termes de santé, c'est-à-dire au-dessus de la sécurité, le vélo est toujours bénéfique, y compris en prenant en compte l'accidentologie. Et deuxièmement, c'est quand même un peu étonnant qu'on arrive à dire que individuellement, donc chaque entreprise considérerait que le vélo c'est risqué, alors qu'effectivement, plus il y a de vélos et donc moins il y a de voitures, et ça a été dit d'une certaine manière, plus la sécurité collective augmente. Et comme ce matin, j'ai entendu qu'on commençait à prendre en compte les accidents évités, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter la dérive que je suis en train de voir, c'est-à-dire on empêche les gens de prendre le vélo, alors qu'il faudrait au contraire les inciter à passer de la voiture au vélo. Alors moi je voudrais répondre pour partie, parce que je suis pour partie d'accord avec vous et pour partie en opposition complète. Je suis d'accord avec vous en milieu hors métropole et dans des zones où c'est fait pour faire du vélo. Moi, j'ai le siège de mon entreprise à Saint-Denis. Je vous invite à faire un tour de vélo sur le périphérique, ça doit être interdit d'ailleurs, ou pour accéder à Saint-Denis même, le fait de venir en vélo pratiquement d'où vous habitiez, sauf à habiter à proximité, est excessivement compliqué. Donc je pense qu'il y a des aménagements urbains qui sont des aménagements safe, entre guillemets, qui sont à discuter dans le cadre des plans de mobilité et qui sont à discuter en concertation avec les aménageurs. Et puis il y a des endroits où le vélo, il a sa place, mais il a sa place dans le RER ou dans le TER, et puis c'est le truc qui va permettre de faire les derniers mètres. Moi, je vous invite au siège de la SNCF, arriver en vélo, c'est quand même compliqué, et moi, j'estime comme préventeur national que si je donne ce type de conseil à mes salariés, bien, tout simplement, ma responsabilité juridique est engagée. Et donc, l'analyse de risque vaut le coup. Je préfère, pour la santé, leur donner accès à une salle de sport, ce qu'on a fait d'ailleurs, hein, en face, avec un encadrement spécifique. Par contre, si vous me posez la même question dans une gare, pour que l'agent circulation, la personne qui ouvre la gare, arrive alors qu'il habite à 5-6 km et que l'aménagement s'y prête, mais bien évidemment. J'étais directeur régional à Orléans, il y avait des pistes cyclables, on a un tramway magnifique. On a fait une mesure en termes de plan de mobilité, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avec un tout compris, et les gens qui s'engageaient à venir
vélo plus tram, on leur offrait un ordinateur portable de manière à faciliter la mobilité. Donc, je ne pense pas que ça appelle une réponse si tranchée de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'il faut s'adapter avec le drone ou sans le drone, mais s'adapter à la problématique locale et à l'analyse locale et à l'analyse de risque local. Ça, c'est plutôt mon point de vue. Après, sur les 2 roues, pour être clair, 2 roues motorisées, je voudrais partager 2 choses. Parce que c'est quand même quelque chose qui, moi, me fait mal. Et moralement, je le vis mal. Nous avons eu 6 accidents de trajet à la SNCF cette année en 13 mois. 6 morts. Les 6 fois, c'était en véhicule motorisé à 2 roues. Les 6 fois. Donc nous avons, par mesure d'ordre, comme j'appelle ça, je suis ancien militaire, nous avons interdit à SNCF Réseau la totalité des 2 roues. Et mon collègue de SNCF Réseau qui est derrière vous peut vous expliquer l'ingéniosité de nos collègues pour essayer de nous les remettre en circulation avec toutes les bonnes raisons de la planète. Mais on estime que c'est dangereux. Je pense qu'il n'y a pas de caractère formel dans ce que nous avons dit sur le vélo. C'est que la responsabilité de l'employeur, aujourd'hui dans le Code du travail, l'article L4121.1 du Code du travail, nous donne obligation de résultat, y compris dans nos préconisations. D'autres questions? Je ne suis pas de son avis sur les motards, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Bonjour, Francis Pratt. Ma fille est décédée sur un passage piéton de la SNCF en gare de Bourg-en-Marlotte le 4 avril 2015. Donc je m'adresse aux responsables de la sécurité de SNCF Réseau. Et je voudrais savoir qui fait les règles de sécurité pour la SNCF. Est-ce que c'est vraiment la SNCF ou c'est un organisme extérieur? Et corollaire de cette question, qui juge de la bonne application des règles de sécurité de la SNCF? Alors, d'abord, je suis vraiment désolé pour l'accident dramatique de votre fille. Je connais la zone en question pour y avoir été directeur d'établissement et je vous présente mes condoléances. Et c'est vraiment des accidents qui nous touchent parce que très souvent, les primo-intervenants, c'est nous. Moi, j'étais cadre opérationnel, c'est nous. Sur la problématique des passages à niveau, dits passages à niveau piétons, qui sont des passages à niveau classés, comme les passages à niveau voiture. Si c'est de ça dont on parle. Les passages à niveau piétons ou voiture sont classés par arrêté préfectoral sur des catégories différentes. Leur installation et leur environnement, équipement en barrière, feux lumineux, dispositifs qui clignotent ou pas de dispositif, juste à vue, croix de Saint-André, il y en a de tout type. C'est une déclaration en préfecture et c'est un règlement ministériel. C'est-à-dire que la SNCF n'écrit pas ses propres règlements sur les passages à niveau, mais applique des règlements ministériels d'implantation. Ces installations sont vérifiées au moins une fois par an, voire plus suivant la complexité, par des agents. Et l'organisme de tutelle, il y a en fait 2 organismes de tutelle qui travaillent de concert. C'est la Direction générale du transport, la DGITM, qui a son droit de regard. Évidemment, l'État, à travers sa vision préfectorale, et l'EPSF, qui est un établissement complètement en dehors de la SNCF, qui est l'établissement public de sécurité ferroviaire, qui audite régulièrement ces installations. Merci. Merci à vous, monsieur. D'autres questions? Oui. La dame qui est juste à gauche, là. Si aussi. Après, juste après, pas de souci. Bonjour, alors moi c'est Lucie Goupil de Masternote. J'avais une question, il y a quelque chose qui paraît assez important dans toutes ces mises en place de nouveaux plans, etc. C'est une première phase, une phase d'audit et déjà d'évaluation de quels sont les usages au tenter avant de pouvoir mettre en place des solutions pour les améliorer. Et avoir un peu plus d'informations concrètes sur comment vous faites justement ces audits, ces études d'utilisation et d'usage. Est-ce que c'est basé que sur du déclaratif, par exemple, des enquêtes auprès des salariés, des techniciens, etc. Ou est-ce que vous utilisez des outils comme de la télématique ou autre ? Il y a une myriade de possibilités d'étudier en fait les usages et les pratiques.
La plus répandue, en effet, c'est de réaliser une enquête auprès des collaborateurs. Après, on recoupe l'information généralement des résultats de cette enquête en fonction du taux de réponse. Bien sûr, il faut regarder si le panel est représentatif ou s'il ne l'est pas. On recoupe cette information-là avec des enregistrements internes à l'entreprise. Par exemple, la prise en charge de l'abonnement transport. Combien on a de personnes qui sont prises en charge? On fait des enquêtes terrain. On va mesurer sur le terrain le nombre d'usages à un jour T, en fait, à un instant T, comme on l'a fait par exemple sur Safran. On est allé voir sur le terrain combien il y a de voitures de stationnées à tant d'heures, je dirais, dans la journée, combien il y avait de vélos de stationnés. On mesure aussi sur le terrain. Après, on fait des ateliers de travail parce que ce dont on parle depuis le début, c'est des pratiques de mobilité, c'est des habitudes qu'ont les gens. On parle du processus de changement d'habitude. Donc, comme tout changement d'habitude, là on parle de la mobilité, mais comme tout changement d'habitude, c'est un processus qui est complexe. Donc, pour aller au-delà de la donnée statistique qui ressort de l'enquête et qui ressort du terrain, en fait, on va enquêter en quelque sorte, en tout cas, on va mettre des gens autour de la table et on va travailler sur les chaînes de déplacement. On va comprendre pourquoi une personne se déplace d'une manière plutôt qu'une autre. Il n'y a pas seulement un choix aussi rationnel et cartésien de dire je prends ce mode-là parce que j'ai une voiture à la maison. C'est pas toujours aussi simple. Des fois, on prend sa voiture parce qu'en effet, on a un déplacement professionnel à faire, parce qu'on a un enfant à déposer, parce qu'on a une activité extra-professionnelle. Enfin, on a un problème de mobilité. On a souvent une raison autre qui explique le choix du mode. Donc, on va au-delà de la statistique pour comprendre comment se font les pratiques, en fait. Madame ? Bonjour, je m'appelle Charlotte Le Prince, je suis acheteur frais généraux pour le groupe Thiriet. Thiriet, c'est un fabricant de surgelés et aussi distributeur. On est basé dans les Vosges, dans le 88. Je voulais saluer les solutions qui ont été proposées cet après-midi, mais qui me paraissent quand même être plutôt dédiées à une population de salariés sédentaires. Moi, aujourd'hui, je pense à ma flotte de salariés VRP. C'est 1200 VRP en France qui conduisent en moyenne 560 véhicules. Depuis 3 ans, on a un taux de sinistralité qui repart malheureusement à la hausse. Et je pense bien entendu à l'optimisation des trajets, mais comment le faire pour des salariés qui sont rémunérés, bien entendu, au chiffre d'affaires qu'ils génèrent, et cela par leur déplacement. Oui, on retrouve la notion d'injonction paradoxale de ce matin. C'est votre déplacement peut être votre chiffre d'affaires, fait votre chiffre d'affaires ou fait votre prime, et en même temps vous mettez en risque parce que ça fait votre prime. Donc c'est la difficulté. À la SNCF, ils ne sont pas très sédentaires. Au passage, qui veut répondre? Bruno Renard. Alors globalement, nos véhicules parcourent chaque jour 20 fois le tour de la Terre. C'est-à-dire que les gens font des parcours qui sont importants. Alors, on a une toute petite flotte de véhicules qui est le fret SNCF, qui a les mêmes problématiques que celles que vous citiez, qui sont des représentants des commerciaux. Donc, je ne peux pas vous répondre. Dans les quelques bonnes pratiques qu'on a envisagées et qu'on met en place, c'est qu'on a compris, on aurait sans doute dû le comprendre avant, que 90% des coups de téléphone qu'on reçoit dans une voiture, qu'on reçoit, je ne dis pas qu'on passe, qu'on reçoit, c'est très souvent quand on est en déplacement pour une intervention, on nous demande où on est. Donc à partir du moment où on géolocalise la voiture, on supprime 90% des coups de fil. C'est-à-dire qu'on se protège du risque. L'autre solution qu'on va mettre en place, c'est les boîtiers télématiques qui vont nous donner par personne la manière de conduire. Donc je ne vais pas dire les compétences, mais les habitudes de conduite de nos conducteurs pour leur proposer la formation la plus adaptée. On ne va pas mettre un mouchard pour sanctionner. On veut savoir comment ils conduisent et en fonction de leur conduite, leur proposer le stage ou leur proposer la formation ou leur proposer quelque chose d'adapté. Mais c'est vrai qu'on est dans le dernier critère de ce qui se fait en prévention. Oui, juste, en fait, on parlait de pendulaire parce que c'est comme ça, j'ai appris ce mot-là. Après, c'était domicile-travail, c'était les PDE, ensuite on a les projets professionnels, ainsi de suite. Très sincèrement, quand on a évalué le nombre de mesures qu'on pouvait mettre en place pour optimiser ces déplacements et les sécuriser, moi qui ai l'ensemble du périmètre dans mes missions, c'est juste quand j'ai vu que l'employeur avait obligation de dénoncer ses salariés quand ils avaient une contravention, j'ai vu un impact. C'est le seul moment. C'est-à-dire le
plan de mobilité n'apporte aucune valeur ajoutée à un moment donné à tout ce que vous faites depuis des années. C'est juste quand, effectivement, parce que vous savez, donc, quand on loue un véhicule, on est obligé de donner son permis de conduire, donc c'est bon. Par contre, dans les flottes en pool, et que ce n'est pas un véhicule, là, c'était l'entreprise qui reçoit le PV, et l'obligation de dénonciation a effectivement fait chuter le taux d'accidentologie. Et après, tous les restes, c'est des classiques que vous avez abordés en dehors des plans de mobilité. On ne va rien inventer du tout par rapport à ça. Céline Billard, peut-être une piste ? Je n'ai pas de piste concrète par rapport à ce que vous avez évoqué qui permettrait, je dirais, de résoudre le comportement en fait, des collaborateurs. C'est plutôt d'essayer de raisonner à l'inverse. Alors bien sûr, la mobilité est inhérente à votre métier. Néanmoins, peut-être qu'il faut en effet continuer à travailler sur la question de l'organisation des tournées, la question des conditions de travail, peut-être revoir cet aspect en fait de prime, enfin de prime, en tout cas de rémunération à l'efficacité, on va dire, hein, en tout cas au travail. Il faut peut-être repenser, enfin il faut penser les deux selon moi en fait. Il faut penser à travailler sur le comportement des collaborateurs dans leur conduite et penser à l'activité elle-même et à voir quelles solutions à trouver dans l'activité elle-même. Par exemple, ce matin, il a été évoqué la question du repos le soir, du retour au domicile, la question des amplitudes, enfin, le respect de ces règles-là, et puis du coup de recadrer un petit peu, je dirais, la rémunération et le bénéfice par rapport à ces règles-là. Enfin, tout va ensemble, en fait. Ça marche dans les deux sens, je pense. Il faut travailler sur ces deux aspects-là. Et pas seulement sur le comportement, parce que si vous gardez les mêmes objectifs, le comportement, il va devenir déviant à un moment donné de fait. Merci beaucoup de